l'idée de départ de la toxicologie, c'est que vous prenez un modèle animal ou un modèle cellulaire, vous lui mettez une dose X, puis une dose double, une dose quadruple, une dose... Vous augmentez la dose et vous essayez de voir quels sont les effets. Donc en principe, les effets augmentent, on va dire le plus souvent de manière linéaire. Et puis, en deçà d'une certaine dose, vous n'observez plus d'effets. On est passé progressivement d'un monde où on évaluait substance par substance, où on pouvait donner ce qu'on voulait avoir. C'était une dose précise, réglementaire, limite, et que progressivement on s'est aperçu que ça ne suffisait pas à illustrer de manière complète les effets que pouvaient avoir les produits, qu'il fallait étendre, essayer de comprendre comment les produits pouvaient s'interconnecter, comment ils pouvaient s'accumuler, comment ils pouvaient se combiner, avoir des effets un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait au départ, et ça a été aussi possible parce que la technique nous a permis d'avancer sur la manière dont on pouvait mesurer à la fois les expositions mais aussi leurs effets. Ces questions sur les faibles doses ont des enjeux très importants. Donc ici on parle en termes d'enjeux, c'est-à-dire il va falloir regarder parce que derrière ça ouvre en fait un champ de questions extrêmement large. Alors, quelles sont ces questions ? On va en couvrir un certain nombre. D'une part, donc, je ne vais pas le faire dans l'ordre, mais la pertinence des modèles de doses par rapport à des courbes dose-réponse non monotones. Donc on a vu que le système peut remonter, peut être beaucoup plus à double seuil. Donc on avait toutes ces courbes qui ont été proposées dans les planches précédentes. Donc finalement, on a des courbes non monotones. Comment on traite cette non-linéarité ? Derrière, il y a, puisqu'on est sur des systèmes, souvent ici sur des systèmes hormonaux, en quoi les modèles animaux sont-ils représentatifs de l'endocrinologie de l'homme ? Donc sur la toxicité, on a des bons modèles, mais ça veut dire que peut-être que sur le système hormonal, les modèles animaux dont on a l'habitude, qui sont bien calibrés, etc., ne sont pas aussi bons. Derrière, il y a aussi la question des durées, puisque, je l'ai déjà précisé, dans l'histoire de ce phénomène, la question de la durée d'exposition a été des doses très très faibles, mais pendant un temps très long, peuvent avoir des effets. Aussi, de manière très importante, c'est une question essentielle ici, c'est le moment de l'exposition. Typiquement, c'est l'exposition du fœtus. Un fœtus en développement, un produit à un moment donné peut complètement peut provoquer des malformations. Quelques mois après, le même produit ne va pas du tout avoir les mêmes effets, parce que c'est ce moment du développement du fœtus qui est crucial. Donc on parle d'une fenêtre pendant laquelle il faut protéger le fœtus. C'est le cas en particulier du distilbène, qui est un autre perturbateur endocrinien qui aurait pu être le phare de cette histoire. Des relations entre les gènes et l'environnement et l'expression de ces gènes, en particulier la question de savoir est-ce que ces effets vont se poursuivre sur plusieurs générations, sans forcément être intégrés dans le génome, mais dans ce qu'on appelle, dans ce qui accompagne le génome et qui peut éventuellement être transmis. Donc c'est un phénomène plus léger que la génétique, qu'on appelle l'épigénétique, mais qui commence à être de mieux en mieux connu. Et enfin, vraiment la question la plus complexe, c'est celle des effets cocktails, de cette combinatoire, parce que à partir du moment où on pose la question de savoir si un produit et un autre produit peuvent avoir à des taux très très différents des effets cumulatifs ou de cascade, la question est de savoir si 3 produits ne pourraient pas l'avoir, 4 produits, et si vous estimez qu'on est soumis à quelque chose comme 150 000 produits, quelque chose comme ça, vous imaginez la combinatoire dans laquelle on va.
la réglementation est toujours une forme de compromis entre ce que l'on sait ou ce que l'on est en train de savoir et ce pourquoi on fait la chose, donc des intérêts, des demandes. Donc cette problématique vient toucher directement la science réglementaire, on va dire, qui est basée sur, en principe, de longue date, depuis 1983, un principe de séparation de l'évaluation et de la gestion du risque. On a vu la complexité et le nombre de substances qui étaient touchées et le nombre d'effets. Je n'ai pas détaillé la liste, mais elle touche à peu près, ça va du cancer au diabète, en passant par les malformations et la baisse de la fertilité, la puberté précoce, voilà, toute une gamme en fait, d'affections plus ou moins graves, plus ou moins systémiques. L'autre souci, c'est que moi j'ai souvent une boutade qui dit qu'un expert sans intérêt est un expert sans intérêt. Au sens qu'un expert sans conflit d'intérêt est un expert qui n'a pas d'intérêt pour l'expertise. Parce que plus vous êtes impliqué, plus vous êtes expert, plus vous êtes maître dans ce qu'on vous demande, plus vous avez de chances d'avoir été au contact avec des groupes qui sont porteurs des produits que vous avez à évaluer. Donc, quelque part, la question est de savoir comment on arrive à produire une expertise indépendante et qualifiée, alors qu'il y a une certaine tension, pas systématiquement sur chacun, etc., mais cette tension existe. Il y a des stratégies qui existent, dont vous avez certainement dû parler, qui sont la production de l'ignorance à dessein par des industriels. Ça a été documenté depuis en particulier les fabricants de cigarettes ont été... on a des archives très nettes qui ont montré que ça a été pratiqué et que c'est toujours pratiqué. On a soulevé la possibilité qu'il puisse y avoir des interactions à des faibles doses, des effets à des faibles doses. Pour certains, on l'a montré, pour d'autres, on est dans le soupçon. Et donc, typiquement, en cas de doute sérieux, on rentre dans le cadre de l'application du principe de précaution. Dans le droit français, le principe de précaution n'est pas un principe de blocage, c'est un principe d'action qui dit que l'incertitude scientifique ne doit pas servir de justification à l'inaction politique. Donc c'est bien des choix politiques qui sont faits à partir de doutes scientifiques, et scientifiquement étayés, et dans le droit français, les actions doivent être proportionnées aux doutes. Le problème de la définition par la Commission européenne, qui est une saga qui en fait est très intéressante à suivre, avec plein de bouleversements, on va avoir un certain nombre d'épisodes, que je n'ai pas le temps de développer, mais qui vont mettre l'accent sur des formes, en fait, des petites variations du texte, mais qui ont de très très grandes conséquences, sur savoir est-ce qu'on parle de danger ou est-ce qu'on parle de risque. Est-ce qu'on parle de choses qui sont prouvées ou de simples informations qui permettent d'étayer un doute? Mais pour l'instant, en gros, on a 3 commandements. Ça doit produire un effet négatif. Il doit avoir un mécanisme d'action sur le système hormonal. Et la 3e règle, c'est que l'effet négatif doit venir de ce mode d'action. Bon, c'est 3 règles qui sont comme ça relativement simples, mais qui sont très décriées comme étant en fait trop demandeuses en termes de preuves à apporter pour déclencher des mécanismes de limitation ou d'intégration dans cette question des perturbateurs endocriniens.